Bismillah wa salamu alaykum. Toujours avec la régulation de la pression artérielle, on arrive à notre dernière partie. Donc, toujours dans la régulation à long terme, après l'action de l'aldostérone qui est l'hormone la plus importante dans la régulation de la volémie, d'autres hormones peuvent intervenir comme l'ADH, l'hormone antidiurétique, libérée par la post-hypophyse suite à une hyperosmolarité ou une hypovolémie, entraîne la rétention de l'eau libre par le canal collecteur, s'il vous plaît, c'est le canal collecteur ou tubule collecteur rénal. Donc c'est une portion du néphron que vous allez revoir donc en physiologie rénale, qui va donc permettre l'augmentation de la volémie. Le peptide atrial natriurétique sécrété par les myocytes auriculaires en cas d'augmentation de la volémie ou d'hypertension artérielle, il entraîne une diminution de la volémie par vasodilatation et augmentation de l'excrétion hydrosodée, c'est-à-dire il va avoir l'effet contraire de l'aldostérone. Là, le facteur natriurétique est sécrété quand il y a une hyperpression, donc il y a une tension dans les oreillettes, il y a une pression, donc il y a une augmentation de la pression, donc stimulation de la sécrétion du FAN, donc le facteur natriurétique atrial ou auriculaire par les cellules auriculaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le système nerveux qui est rapide, le système nerveux, donc il va agir rapidement en quelques secondes, il va gérer l'urgence, d'accord, rapidement. Après, même les hormones, elles vont maintenir, donc le système nerveux, il a essayé d'augmenter, il a fait augmenter la pression artérielle, et les hormones à moyen terme vont permettre d'augmenter toujours et maintenir l'augmentation de la pression artérielle, mais la régulation à long terme, elle va donc réguler la volémie. Par exemple, en cas d'hémorragie, en cas de perte de volume sanguin, donc c'est la régulation à long terme qui va permettre de réguler la volémie, donc le sang qu'on a perdu, etc. Donc c'est à long terme qu'il va se faire. Donc, adaptation de la pression artérielle dans les situations physiologiques. Donc, une diminution du volume sanguin efficace se produit dans l'appareil circulatoire au passage de la position couchée à la position debout. D'accord? La baisse du retour veineux engendre une baisse du volume d'éjection, ce qui diminue le débit cardiaque. Et finalement, la pression artérielle. La baisse de la pression artérielle déclenche immédiatement des réactions compensatrices médiées par le barorécepteur, par le baroréflexe. Donc il y a une petite diminution de la pression artérielle quand on vient de la position couchée à la position debout. Le baroréflexe va rapidement réguler cette diminution. Dans la plupart des types d'exercices, le débit cardiaque tend à augmenter proportionnellement plus que la baisse des résistances périphériques totales. Et la pression artérielle augmente donc de façon modérée. Donc, l'augmentation du débit cardiaque est due à l'augmentation de la fréquence cardiaque. Cette dernière est due à l'association d'une baisse de l'activité parasympathique vers le nœud sinusal et une majoration de l'activité sympathique. Donc, il y aura une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation du volume d'éjection donc systolique. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette augmentation de la pression. Au cours du stress, le système nerveux soumis à un événement stressant provoque la libération d'hormones, noradrénaline et adrénaline pour gérer au plus vite la situation. Cette activation est responsable d'effets stimulants cardiovasculaires, augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Donc à chaque fois qu'on est stressé, à chaque fois qu'il y a un problème ou une gêne, il y a stimulation du système sympathique. Donc, il y aura stimulation de la sécrétion d'hormones qui vont donc gérer ce stress. Le sommeil. Au cours du sommeil lent, il y a chute de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du débit cardiaque. Pourquoi? Sans modification des résistances périphériques. Il y a réduction du tonus sympathique et augmentation du tonus parasympathique. Vous savez que le parasympathique n'agit pas sur le tonus.
Donc, au cours du sommeil paradoxal, il y a une variabilité importante du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Il peut y avoir des augmentations phasiques par augmentation du tonus sympathique et diminution du tonus parasympathique. Donc, des augmentations phasiques, diminution, augmentation, etc. Donc, par stimulation du parasympathique et inhibition augmentation du tonus sympathique et diminution du tonus parasympathique. Donc, la pression artérielle doit être maintenue aux alentours de 100 mm de mercure afin d'assurer une circulation sanguine efficace et donc de permettre des apports suffisants en oxygène et nutriments pour les tissus. Donc, ceci grâce à la régulation hormonale et nerveuse. Donc, et vous savez, on vient de voir que cette régulation comporte des mécanismes qui ont des vitesses différentes. Mais ils sont interdépendants, ils peuvent agir ensemble. C'est-à-dire, le système nerveux va agir rapidement, après il y aura relais par le système à moyen la régulation à moyen terme et vers la fin à long terme pour réguler la volémie. Donc ils sont des mécanismes interdépendants, ils peuvent fonctionner ensemble. Donc la pression artérielle est régulée en permanence. Cette régulation est à court terme, nerveuse, sympathique à des actions vasculaires, cardiaques et cardiaque, augmentation de la pression artérielle. Le parasympathique a des actions cardiaques essentiellement et diminue donc la pression artérielle. À moyen terme humoral, c'est-à-dire dans le sang, humoral c'est dans le sang, par le système rénine-angiotensine, aldostérone et catécholamine. À long terme, contrôle de la volémie par l'aldostérone et l'ADH. La connaissance de la régulation de la pression artérielle a de nombreuses applications physiopathologiques, HTA donc hypertension artérielle, les médicaments qui agissent par exemple sur la vasomotricité, les IEC. S'il vous plaît, écrivez les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, revenez au schéma donc, où il y a le système rénine-angiotensine. Ces médicaments vont inhiber l'enzyme de conversion, donc il n'y aura pas de conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, d'accord? Sur le métabolisme sodé, les diurétiques, ils vont agir, par exemple les diurétiques de l'anse, ils vont agir au niveau du néphron, ils vont agir au niveau de l'anse de Henle et inhiber la réabsorption de sodium. Donc, ils vont agir sur le métabolisme de sodium. Sur l'inotropisme, c'est-à-dire la contractilité cardiaque et la fréquence cardiaque, c'est les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, qu'est-ce que ça vous rappelle? Bêta, c'est le système sympathique qui agit par les fibres bêta-adrénergiques. Donc, quand on va bloquer ces fibres, donc il y aura diminution de la fréquence cardiaque et de la contractilité cardiaque. Donc, essayez de placer ces médicaments sur notre système rénine-angiotensine et sur le néphron. La pression artérielle peut également être perturbée dans le sens d'une diminution lorsque les capacités du sympathique sont dépassées dans l'état de choc et là aussi on a de nombreuses applications thérapeutiques, des drogues vasoactives, au contraire des drogues qui vont permettre l'élévation de la pression artérielle. Donc, ceci termine la régulation de la pression artérielle. On va se voir, Inch'Allah, pour le système à basse pression. Donc, assalamu alaikum. Je vous remercie.